Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler des différentes manières d'entrer en relation avec le pathos. Pour commencer, il y a un truc que j'aimerais dire et qui me paraît essentiel, c'est qu'une relation, c'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose de vivant. Quelque chose qui va s'adapter au contexte, qui va s'adapter en fonction de notre état de fatigue, d'énergie, etc. Le créateur de l'IFS, Richard Schwartz, lui, il dit que un système en bonne santé est un système qui évolue en permanence. Ce qui veut dire par là, c'est que quelqu'un qui va bien, c'est quelqu'un qui peut évoluer, qui peut apprendre, modifier des fonctionnements en fonction de ce qui est adapté. Et c'est un peu pareil dans les relations humaines. Au final, une relation en bonne santé, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Quelque chose qui peut se modifier, on peut se rapprocher, s'éloigner, au gré des rencontres, des nouveaux apprentissages. À la fin de la série Sense8, il y a un magnifique monologue sur ce sujet-là, où il y a en gros deux femmes qui se marient, et il y a une des deux femmes qui dit à l'autre je sais qu'au cours du temps les relations peuvent changer, que c'est comme ça que ça marche, mais avec toi ça me fait pas peur, parce que j'ai envie d'être là et de voir comment tu vas évoluer, de voir tout ce que tu vas devenir. Et du coup, ce que je vous propose comme point de départ, pour réfléchir aux différentes manières de relationner avec le pathos, c'est de partir d'un postulat. Alors vous pouvez ne pas être d'accord avec ce postulat, mais il va me servir de point de départ pour construire toute une logique. Donc si vous voulez comprendre cette logique, il va falloir admettre le postulat. Ce postulat, c'est que dans une relation, il y a trois composantes. Il y a soi, il y a l'autre, et il y a la relation entre les deux. Voilà. Une relation, c'est deux éléments mis en relation. Et quand je parle de soi et que je parle de l'autre, en fait, je parle surtout du pathos. Son pathos et le pathos de l'autre, qui vont entrer en relation. Le pathos, dans les relations, étant l'espace où on peut se retrouver vulnérable, où on peut avoir peur, où on peut avoir besoin d'empathie, besoin de soutien, etc. Et donc l'idée, derrière cette triade, ce triangle, c'est qu'on peut jamais avoir les trois à la fois au même moment. On va seulement avoir deux éléments sur les trois au même instant. Et une relation fluide, c'est une relation où justement on va laisser l'espace aux trois aspects différents, successivement. Pas au même moment, mais en fait il va y avoir des fluctuations dans la dynamique de la relation, qui fait que du coup il y aura un espace à la fois pour soi, pour l'autre et pour la relation, successivement. Un peu comme si les rôles ils allaient tourner au cours du temps. Et c'est ça que je vais détailler pendant cet épisode. C'est la manière dont ces rôles peuvent changer, fluctuer au cours du temps. Alors, normalement l'audio suffit pour comprendre tout ce que je vais dire. Après, si c'est plus facile pour vous de suivre avec les schémas, je mettrai les schémas sur la vidéo au fur et à mesure. Sur YouTube, en tout cas. Donc, la première configuration de cette triade, c'est l'empathie. L'empathie, c'est la capacité qu'on peut avoir à s'effacer pour laisser l'espace à l'autre. Pour rejoindre l'autre là où il est, pour pouvoir comprendre ce qu'il vit, et lui montrer qu'on a compris. L'enjeu avec l'empathie, c'est que l'autre se sente compris dans ce qu'il vit là où il est, qui puisse être contenu dans son pathos par nous qui sommes avec lui, qui sommes présents. Donc en fait, c'est la capacité à effacer son pathos pour laisser l'espace à l'autre par la qualité de notre présence. Donc quand on se met en posture d'écoute, ça implique que notre système puisse se mettre en retrait. On met de côté son propre système pour laisser ce qu'on appelle l'énergie du self circuler dans la relation en fait. Une énergie qui permet la connexion. Cette capacité à s'effacer me paraît tellement importante que de plus en plus, quand je parle de CNV à des débutants par exemple, je vais souvent m'amuser à dire que la première qualité à développer en CNV, c'est la capacité à se taire, qu'on peut dire plus vulgairement par la capacité à savoir fermer sa gueule. Ça paraît pas comme ça, mais c'est pas toujours facile. Et il y a même des gens qui n'ont jamais appris à faire ça, qui n'ont jamais appris à juste la fermer, et à laisser un espace pour que l'autre y puisse s'exprimer. Du coup, les personnes qui n'ont pas appris à se taire, même quand on leur demande explicitement « là j'ai besoin que t'arrêtes, là j'ai besoin, là stop », en fait ils n'arrivent pas à s'arrêter. Parce que leur cerveau il est habitué à fonctionner autrement, habitué à être dans un discours fleuve, ininterrompu. Et c'est pour ça que le premier exercice qu'on apprend en module de formation en CNV, c'est la pratique de l'écoute silencieuse. Apprendre à écouter en silence l'autre.
sans chercher à répondre, sans chercher à réagir, simplement être présent. J'ai beaucoup de patients comme ça, qui me disent régulièrement qu'ils trouvent parfois beaucoup plus de réconfort et de soutien dans le contact avec les animaux de compagnie, comme les chiens, les chats et les chevaux, qu'auprès des humains, parce qu'ils vont trouver que les humains ils sont violents psychologiquement. Et je pense que ces personnes-là, qui se tournent vers les animaux, c'est en grande partie dû au fait qu'ils ont vécu aux côtés de gens qui ne savaient pas se taire, qui ne savaient pas se montrer à l'écoute. Alors que les animaux, eux, se taire, ils le font naturellement, parce qu'ils n'ont pas accès à la parole. Donc, si vous aspirez à apporter dans vos relations davantage de qualité d'écoute que ce que font les animaux par leur silence, ça va être important que vous puissiez apprendre vous-même à vous taire, quand c'est adapté au contexte, évidemment. Après, on peut découper l'empathie en 2 sous-catégories. Il y a ce qu'on appelle l'empathie chaude, ou l'empathie émotionnelle, qui est justement la capacité à rejoindre l'autre dans ce qu'il vit émotionnellement, à se synchroniser avec l'autre. On peut aussi parler pour ça d'accordage émotionnel, notamment dans le cas des relations mère-enfant, où la mère va se connecter aux besoins de son bébé pour pouvoir y répondre de façon ajustée. C'est aussi quelque chose, l'accordage, qui va être important dans une relation thérapeutique, où le thérapeute, il va justement créer une qualité de connexion qui fait que le patient il se sent profondément compris, profondément en sécurité dans le lien. Ça permet vraiment de se détendre, d'expérimenter cette empathie chaude. Parce qu'on se sent plus seul avec sa souffrance, on se sent rejoint. Comme si on pouvait partager un fardeau. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'empathie froide, qu'on peut appeler l'empathie cognitive, ou la théorie de l'esprit. Et l'empathie froide, c'est la capacité qu'on a à comprendre l'autre dans sa vision du monde, à comprendre ce que l'autre sait, ce que l'autre ignore, comment il raisonne. Et ça, c'est une qualité qui va être très utile, par exemple, quand on est prof, pour pouvoir être pédagogique, pour pouvoir communiquer de façon plus ajustée, en partant de là où l'autre il est, pour l'aider à avancer, plutôt que de vouloir le hisser là où on va partir de là où il est. Et donc ça marchera beaucoup mieux. La théorie de l'esprit, la capacité à comprendre les informations que l'autre a et n'a pas, c'est aussi quelque chose qui permet de mentir, parce que du coup on va pouvoir exploiter les angles morts de l'autre. Et c'est là où je tiens à dire que l'empathie, c'est une capacité qui peut être à double tranchant. Souvent on a tendance à croire que l'empathie c'est forcément quelque chose de positif et de bienveillant, en fait c'est pas vrai. L'empathie, c'est une compétence psychosociale, et ça dit rien sur la manière dont on va s'en servir. Autant l'empathie, c'est une compétence qui est assez essentielle dans la parentalité ou dans la relation thérapeutique, quand on est un professionnel de la santé, mais l'empathie, c'est aussi la première qualité des manipulateurs. L'empathie, c'est une compétence qui est nécessaire pour pouvoir manifester de la cruauté, ou du sadisme. Parce que pour pouvoir jouir de la souffrance qu'on inflige aux autres, il faut être capable de ressentir cette souffrance, de se connecter à la souffrance des autres. Et c'est ça qui permet d'en jouir. De faire des autres des objets de jouissance. Donc l'empathie, c'est quelque chose qu'on peut manifester de façon flexible dans une relation quand c'est ajusté au contexte. Quand la posture qui consiste à effacer le soi pour se connecter à l'autre, ça devient un mécanisme rigide, qui se chronicise, quand la relation fonctionne comme ça la plupart du temps, ça peut devenir dommageable pour la personne. Et dans ces cas-là, on parlera plus d'empathie, on parlera d'oubli de soi. Parce que ça va générer une asymétrie dans la relation. En fait, c'est pas qu'on s'efface, c'est qu'on va se sacrifier pour l'autre. On va sacrifier ses propres désirs, en général parce qu'on a peur de quelque chose. On a peur du rejet, on a peur de l'abandon, de la violence, on a peur de l'autre, en fait, et du coup on va adopter une attitude de survie, qu'on peut appeler fawn, F-A-W-N, qui est une stratégie qui consiste à se soumettre et à se dévouer, entre guillemets, de façon sacrificielle aux autres. On va se mettre à faire plaisir aux autres, à répondre à leurs attentes, pour se sentir en sécurité, pour pas que l'autre nous fasse du mal, en fait. Et le prix à payer, pour jouer ce rôle, quand on adopte cette stratégie de survie, c'est de sacrifier son propre pathos, de sacrifier sa vulnérabilité, ses désirs et ses limites. C'est un peu comme si on enfermait son enfant intérieur dans la cage d'escalier et puis qu'on tenait plus compte de lui, parce qu'on a trop peur des conséquences si on laissait notre vulnérabilité s'exprimer. En fait, l'oubli de soi, c'est une forme de violence exercée contre une part de soi. Généralement parce qu'on a peur de subir une violence encore plus grande de la part de l'extérieur. Et que du coup se sacrifier est une manière de réduire la quantité de violence, dans une situation où on se sent en danger. C'est notamment quelque chose qu'on va observer chez ce qu'on appelle les enfants parentifiés. Des enfants qui sont dans une famille dysfonctionnelle et qui se retrouvent obligés de devoir s'occuper de leurs parents,
s'occuper de la famille alors qu'ils sont trop jeunes pour ça. Et du coup, c'est des enfants qui vont faire l'adulte, qui vont s'oublier eux-mêmes en tant qu'enfants, qui vont pas pouvoir vivre leur enfance et vivre leur adolescence comme les autres, et du coup, ils vont se sacrifier pour répondre aux besoins de leurs parents. Parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait, parce que pour eux, ça revient à devoir choisir entre soit je me sacrifie pour survivre, soit je me sacrifie pas, et du coup, je risque de voir mes parents mourir et de mourir avec eux, parce que je suis dépendant de mes parents pour vivre. Donc c'est un moindre mal, mais qui a un prix à payer, et en général, ce prix, on le paye plus tard, sous forme d'un syndrome de stress post-traumatique, typiquement. Ensuite, le deuxième mode de relation au pathos, c'est ce qu'on va appeler la sympathie. Et donc c'est important de distinguer l'empathie et la sympathie. Il y a une grosse confusion qui est faite entre les deux dans la population générale. Moi, ma vision de la sympathie, elle a évolué au cours des dernières années. À la base, en fait, ma vision de la sympathie, elle vient de la CNV, la communication non violente. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme souvent quand on apprend un nouvel outil, un nouveau modèle, on va le récupérer, on va le simplifier, on va pas encore accéder à toutes les couches de finesse du modèle, et du coup moi j'avais récupéré cette distinction entre empathie et sympathie, en me disant que voilà, l'empathie c'est bien, la sympathie c'est mal. L'empathie c'est quand on a l'espace et les moyens de se connecter à l'autre, et la sympathie c'est ce qui nous empêche d'être en empathie. Parce que dans la sympathie, on va se noyer dans le pathos, on va mélanger nos émotions avec celles de l'autre, et du coup ça va nous épuiser, parce qu'on va tout le temps ressentir plein d'émotions. L'idée c'est que la sympathie c'est un phénomène de contagion émotionnelle. C'est un peu comme si les gens ils allaient être des éponges, et qu'ils allaient absorber et fusionner avec le pathos des gens autour d'eux. Quand quelqu'un a une émotion dans leur environnement, ils vont être impactés par cette émotion, ils vont la ressentir aussi, et du coup ça va les noyer dans l'affect quelque part. Et donc de ce point de vue-là, c'est un peu comme si la sympathie c'était un truc épuisant, parce qu'on ressent tout le temps plein d'émotions, là où l'empathie, ça coûte beaucoup moins d'énergie, parce qu'il ne s'agit pas de ressentir soi-même des émotions, mais de simplement se connecter aux émotions des autres, en restant à sa place, entre guillemets. De ce point de vue-là, ce que je disais à la base, c'est que les gens qui se revendiquent comme hyper empathiques, comme des empathes, ou comme des hauts potentiels émotionnels, en fait, ça, c'est des gens qui ne savent pas respecter leurs limites. C'est des gens qui ont du mal à avoir des frontières émotionnelles, et qui du coup vont en permanence se faire envahir par leur environnement. Parce que du coup, ils sont hypersensibles à cet environnement, sans doute pour des raisons traumatiques. Parce que en général, quand on a côtoyé dans notre enfance ou autre des gens qui étaient instables émotionnellement, on va être conditionné à être hypersensible aux émotions des autres, parce que c'est une façon de sentir la crise avant qu'elle n'arrive, et de pouvoir la désamorcer quand il est encore temps avant que ça explose. Et donc, c'est des gens qui vont avoir des antennes très très fines, très très sensibles, et qui vont être en sympathie avec leur environnement pour s'y adapter très facilement. Et donc ça peut être un mécanisme épuisant parce qu'on passe notre temps à être en hypervigilance. On passe notre temps à capter tous les signaux émotionnels autour de soi et à s'y adapter, ce qui est très coûteux. Moi ce que je dis c'est que à la clinique, en tant que psy, si je ressentais à chaque entretien les mêmes émotions que mes patients, si quand mon patient il pleure, je me mets à être triste et à pleurer avec lui, si quand il est en colère, je me mets à être en colère avec lui en même temps, etc., en fait je finirais épuisé à la fin de chaque journée, et ça ferait longtemps que j'aurais fait un burn-out. D'ailleurs, je connais des collègues thérapeutes qui se sont retrouvés dans cette situation à être en sympathie avec leurs patients, etc. Et du coup, ils ont fait un burn-out parce que c'était épuisant. Ils étaient épuisés par leur journée de travail. Mais ça, ce fonctionnement-là, c'est pas de l'empathie en fait, ça c'est de la sympathie. Et c'est pour ça que c'est épuisant. Parce que le corps, il est pas fait pour ressentir en permanence autant d'émotions fortes. Ressentir autant d'émotions, ça peut que conduire à de l'épuisement, à moyen et long terme. Et c'est pour ça que ça me paraît important d'apprendre à bien distinguer l'empathie et la sympathie. Quand on partage une même expérience qui nous active émotionnellement, que ce soit agréable ou désagréable, en fait ça va entraîner un brouillage des limites, une sorte de confusion entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Le concept de sympathie, c'est lié à l'activation du système nerveux sympathique. Et on dit sympathique justement parce que ça vient activer les émotions, des émotions partagées avec l'autre. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a très peur parce qu'il a vu un serpent et qui se met à hurler de terreur par réflexe, les gens qui sont autour de lui, ils vont très probablement eux-mêmes avoir peur quasiment automatiquement, instantanément, comme s'ils avaient été contaminés par l'émotion de l'autre. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de relation entre nous, mais il y a un affect partagé.
une sorte de réaction émotionnelle collective. En fait, dans la sympathie, on est soi-même focus sur son propre ressenti, sur son propre pathos, et c'est ça qui fait qu'on peut pas vraiment s'effacer pour rejoindre l'autre là où il est. Quand on est en sympathie, quand on est activé dans notre pathos, en fait on peut pas pleinement s'effacer pour se connecter à l'autre. Et c'est pour ça qu'à la base, j'avais cette vision un peu simpliste qui dit, voilà, la sympathie c'est mal, c'est épuisant, l'empathie c'est bien, c'est ça qu'il faut faire en thérapie. Mais en fait, avec les années, j'y ai réfléchi et je me rends compte que c'est beaucoup trop simpliste, cette vision binaire, entre sympathie et empathie. En fait, aujourd'hui, ce que je pense, c'est que une relation humaine de qualité, et notamment une relation thérapeutique, ça inclut les deux. D'ailleurs, Bessel van der Kolk, celui qui a écrit Le corps n'oublie rien, il explique qu'une relation thérapeutique sécurisante pour un patient, c'est justement une relation où le patient il sent que le thérapeute se soucie réellement de ce que vit son patient, qui peut vraiment être affecté par la vulnérabilité et l'humanité du patient. En gros, c'est important que le patient ne soit pas juste un client à qui on offre une prestation de service contre de l'argent, mais qu'il y ait un vrai lien humain de qualité, un sentiment de nous qui puisse exister dans la relation. En fait, aujourd'hui, je pense même que la sympathie, le fait de partager des affects communs, un minimum, de pouvoir entrer en résonance sur le plan du pathos avec l'autre, je pense que c'est à la base de toute dynamique de groupe, de tout ce qui peut faire émerger un sentiment de sécurité dans la relation à l'autre. C'est cette capacité qu'on a à raisonner ensemble, de pouvoir trouver un écho dans le cœur d'une autre personne. Je pense même parfois que la sympathie permet d'aller plus loin dans l'intimité et dans la connexion que ce que l'empathie peut faire. Il y a une phrase que j'ai lue dans le livre de Dorothée Duchy qui m'a marqué à ce sujet-là. Cette phrase, c'est « Aucun degré d'empathie ne peut remplacer l'expérience ». L'empathie, c'est une compétence extrêmement précieuse dans une relation thérapeutique, parce qu'elle permet de rejoindre l'autre, de reformuler ce qu'il dit, de lui montrer qu'on se soucie de ce qu'il vit, mais ça a aussi ses limites. C'est la raison pour laquelle, par exemple, certaines victimes de violences sexuelles préfèrent être accompagnées par une femme, ou qu'il y a des femmes qui refusent, par exemple, de consulter un gynécologue qui soit un homme. Parce que moi, je peux être aussi intelligent que je veux, je peux être imaginatif, je peux être très à l'écoute, mais mon corps, il saura jamais dans ses tripes ce que ça fait de perdre une jambe, de vivre dans la rue pendant des années, ou simplement d'être enceinte. Parce que mon corps, c'est des expériences qu'il n'a pas connues, en fait, ces choses-là. Et qu'il connaîtra probablement jamais. Et donc parfois, pour se sentir compris à un degré supplémentaire de profondeur, on aura besoin de pouvoir parler avec des personnes concernées, avec d'autres gens qui ont vécu la même chose que nous. Et c'est ça qui fait qu'on peut trouver parfois une telle solidarité, autant d'amour et d'entraide, qu'on peut trouver une telle sécurité entre ce que j'appelle des compagnons d'infortune, des personnes qui ont subi les mêmes violences, les mêmes oppressions. Et je pense que de cette connexion-là, entre personnes concernées, il peut vraiment naître une force, une énergie qui peut déplacer des montagnes. Typiquement, j'ai une patiente comme ça que je connais qui m'explique que c'est une victime de violences sexuelles et qui participe tous les mois à un groupe où des personnes victimes se rencontrent et échangent. Et elle m'a expliqué à quel point ça lui a fait un bien fou de pouvoir sentir l'écho avec d'autres personnes qui ont un vécu similaire, qui fait qu'on peut se comprendre au-delà des mots, parce que c'est une mémoire du corps, en fait. C'est une connexion qui se base non pas sur la communication, mais sur le partage d'un vécu. Et parfois c'est plus sécurisant encore que l'empathie, un vécu partagé. Après, si on revient sur quelque chose d'un peu plus banal, d'un peu plus quotidien, simplement, si on va voir un film au cinéma avec d'autres personnes, un film où tout le monde va être touché par ce film, en fonction de son vécu, de son imaginaire, etc., bien sûr qu'on va tous être touchés différemment par le film. Il y a des gens qui vont peut-être adorer, d'autres qui vont détester, etc. Mais le fait de vivre cette expérience ensemble, de vivre des émotions ensemble, alors ça permet de communier, de se sentir lié par l'émotion, de pouvoir vivre quelque chose qui s'apparente à une forme de fusion pendant un temps. Et j'ai vraiment le sentiment que ces expériences-là, ces moments de communion, de fusion, c'est fondamental dans la vie des humains. On a tous parfois besoin de pouvoir communier, de pouvoir se sentir appartenir, d'être le fragment de quelque chose de plus grand que soi. Même si c'est juste à travers un lien avec un animal ou avec un être humain. C'est quelque chose de fondamental, même si au fond c'est une fiction.
Parce qu'on vivra jamais exactement la même expérience que quelqu'un d'autre, même dans le même contexte, on n'aura pas le même vécu, pas la même perception. Si on regarde un coucher de soleil ensemble, c'est le même coucher de soleil, mais on va pas le vivre pareil. Peut-être qu'on va pas être attentif aux mêmes couleurs, etc. Donc c'est une fiction, la sympathie, dont on a tous besoin pour pouvoir fonctionner. C'est un peu comme la sécurité. La sécurité, c'est une fiction, mais on a besoin de cette fiction pour pouvoir sortir du mode survie et pour pouvoir entrer dans la vie, pour pouvoir vivre. On a besoin de sécurité pour ça. Une autre manière de fonctionner dans la relation à l'autre, c'est ce qu'on appelle l'assertivité. L'assertivité, c'est la capacité qu'on a à s'affirmer sans agressivité. Donc il va s'agir de pouvoir exprimer son pathos, exprimer ses désirs, ses limites, ses attentes, mais on va faire ça en tenant compte de l'autre, du fait qu'on a un humain en face de soi. Un humain qui a aussi des limites et des besoins. Et donc il va s'agir en fait de s'affirmer, mais avec le consentement de l'autre. De demander à l'autre de s'effacer pour qu'on puisse prendre sa place, mais l'assertivité, ça sert à prendre soin du lien. Ça sert pas à écraser l'autre, ou à dominer, ou à prendre du pouvoir. Ça sert à mettre de soi dans la relation, à y prendre sa place. On peut aussi parler d'expression authentique, parce qu'il s'agit d'exprimer clairement ce qu'on a envie de vivre avec l'autre. Et donc évidemment, l'assertivité, pour pouvoir fonctionner, ça nécessite que l'autre soit un minimum en été. Donc qu'il ait le temps, qu'il ait l'énergie, et qu'il ait envie de nous écouter. En l'occurrence, envie de s'effacer pour nous laisser prendre notre place. Parce que si on s'affirme dans une relation où l'autre n'est pas consentant pour qu'on s'affirme, c'est probablement parce qu'il y a une tension, peut-être qu'on est en train de se faire agresser, et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est plus de la légitime défense. Peut-être on va juste mettre de la distance pour se respecter, et se faire respecter de l'autre. Mais de façon générale, en tout cas dans l'assertivité, on prend en compte l'humanité de l'autre. On cherche à prendre en compte autant que possible l'autre et ses limites. Et c'est pour ça que on peut distinguer l'assertivité et l'antipathie. L'antipathie, ça consiste à antagoniser l'autre. Ça consiste à rejeter le pathos de l'autre, à se positionner contre lui, en opposition à lui, un peu comme une polarisation avec deux pôles. L'antipathie, c'est une relation qui est investie émotionnellement, proactivement, mais elle va être investie négativement. Elle va être basée sur le rejet, éventuellement sur la haine de l'autre. Dans l'antipathie, on ne se connecte pas à ce qui est vivant en l'autre, à ses besoins. Au contraire, en fait, on va plutôt utiliser l'autre comme un support de projection. On va intégrer l'autre à l'histoire qu'on se raconte, un peu comme si l'autre était un personnage secondaire de l'histoire qu'on se raconte. On va attribuer à l'autre un rôle en fonction de comment on se comporte avec lui. Et en général, l'antipathie, c'est quelque chose qui sera vécu par l'autre comme de la violence psychologique. Notamment parce que ça va se traduire par une certaine forme d'agressivité envers l'autre. Que ce soit une agressivité active, par exemple des insultes, etc., ou une agressivité passive, où on va bouder, abandonner l'autre, ne pas lui répondre, etc., alors qu'on sait que ça va l'affecter. Dans l'antipathie, en fait, il y a un refus catégorique d'être empathique avec l'autre, de voir la vulnérabilité de l'autre, ou de se montrer vulnérable face à l'autre, parce que l'autre, à ce moment-là, c'est notre ennemi. Autant dans l'assertivité, on va s'affirmer sans agressivité, donc on va avoir un sens de la mesure, on va doser le niveau d'intensité émotionnelle en fonction du contexte, de ce qui est adapté et de ce que l'autre peut accepter. Autant dans l'antipathie, on peut justement tomber dans la démesure, dans un état d'esprit où tout est permis, notamment parce que l'autre, en fait, il est déshumanisé. Et donc à ce moment-là, c'est pas un être humain qu'on s'en prend, c'est un personnage imaginaire dans l'histoire qu'on se raconte. Dans l'antipathie, en fait, notre pathos, il va être polarisé avec le pathos de l'autre. Et donc c'est impossible de former un nous avec lui. C'est impossible d'entrer en sympathie avec l'autre. On va se vivre comme fondamentalement différent de l'autre, comme pas pareil, comme pas dans le même camp. Du coup, on peut dire que l'antipathie, c'est un peu le contraire de la sympathie. Il n'y a pas une fusion basée sur des affects partagés, mais au contraire, il y a un rejet basé sur des affects opposés. La logique de l'antipathie, c'est un peu que le monde est trop petit pour toi et moi, donc ce sera toi ou moi, donc ce sera moi. Et donc je vais t'écraser, je vais te faire disparaître. Ceci dit, je pense que ce sera assez facile pour vous d'en trouver des exemples,
on peut constater parfois qu'il y a des gens qui vont avoir un lien antipathique, mais qui va être particulièrement investi émotionnellement, notamment investi en termes de temps et d'énergie. Ça peut devenir même parfois obsessionnel, voire identitaire. Par exemple, ça va être deux ennemis jurés qui pourraient pas se passer l'un de l'autre. Un peu comme le rival dans Pokémon. C'est un peu comme s'ils finissaient par dépendre l'un de l'autre pour exister. On peut citer l'exemple en ce moment de Astronogeek et le Bouzo Magazine, Acer Madax de la Tronche en Biais et Idriss Aberkan. Je prends ces deux exemples parce que pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est des gens qui se sont dévalorisés les uns les autres par vidéos interposées, chacun se tirant dans les pattes, s'accusant mutuellement d'être une mauvaise personne, qui est malhonnête, etc. Enfin, en fait, c'est un lien basé sur l'antipathie, mais qui génère une forme d'interdépendance, parce que chacun se construit sur la base du rejet de l'autre, en fait. Et du coup, de ce point de vue-là, on peut voir l'antipathie comme une forme de complicité inconsciente, basée sur la haine, le rejet et la violence, où chacun, en fait, co-écrit le même récit, chacun joue son rôle dans ce récit, et au final, ça constitue un repère un peu structurant. Ça permet d'être reconnu, d'être identifié par rapport à l'autre. Et je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, je constate juste que c'est un phénomène qui existe et qui est même assez répandu. D'ailleurs, il y a même des militants politiques qui vont revendiquer cette stratégie du conflit, de l'opposition et de l'antipathie, comme une stratégie politique, explicitement, qui va être assumée comme telle, en fait. Par exemple, il y avait une vidéo, le premier Zawa Show animé par Denis Heraz, où ils ont interviewé Mélenchon, et ils ont parlé de ça dans la vidéo, du fait que ils avaient une stratégie politique basée sur le conflit, un peu comme s'il s'agissait pour eux de désigner des adversaires politiques, pour aller ensuite se battre avec eux sur un ring, symboliquement. Ils vont débattre, ils vont s'affronter, ils vont faire des duels de rhétorique, où ils vont argumenter, etc., le but étant de vaincre l'adversaire, un adversaire qu'ils auront choisi à l'avance en sachant qu'ils peuvent le vaincre dans un affrontement singulier. Et le but de ces affrontements-là, c'est justement de pouvoir convaincre le public, de convaincre les spectateurs que c'est nous qui avons raison et que l'autre il a tort. Le but c'est de faire bouger les idées dans la société en fait. Et il y a beaucoup de polarisation politique qui repose là-dessus, sur le fait de désigner les ennemis et de les affronter pour essayer de les vaincre et de convaincre et de diffuser ces idées en fait. Un autre exemple d'antipathie, c'est ce qu'on appelle la CNVV, la communication non violente violente. En fait, c'est un truc qu'on apprend assez vite quand on se forme à la CNV, c'est que on passe tous par ce que Marshall Rosenberg appelle la phase exécrable. La phase exécrable, c'est une phase où les personnes qui apprennent la CNV découvrent qu'elles ont des besoins, qu'elles ont des limites, qu'elles ont des émotions, et en fait, elles vont chercher à faire respecter ces limites aux autres, mais la façon de s'y prendre, elle va être tellement maladroite que en fait ça va juste être violent, et ça va avoir l'effet inverse de l'objectif. C'est pour ça qu'on parle de phase exécrable. C'est parce que quand on est dans cette phase, en fait on va devenir particulièrement antipathique pour les autres. Parce que notre façon de nous affirmer va être assez maladroite, et ça va faire fuir beaucoup de gens. C'est ça qui fait qu'on fait beaucoup d'erreurs de débutants, et que du coup on apprend de ces erreurs, parce que on n'a pas le choix. Et heureusement c'est qu'une phase qui passe avec le temps. C'est une phase où on va répéter des poncifs un peu comme un perroquet, du genre des phrases hyper violentes comme ah je suis pas responsable de tes émotions, ou ça t'appartient, c'est ton histoire. Ce qui envoie le message en gros à l'autre je m'en fous de ton pathos et de ta vulnérabilité, c'est moi qui compte, c'est moi la priorité. Et ça, c'est de l'antipathie en fait. C'est un rejet du pathos de l'autre, parce qu'on est dans l'exaltation de son propre pathos, qu'on considère comme légitime, quitte à écraser l'autre avec, en fait. De la même manière, les phénomènes comme la cruauté, le sadisme, ça peut être associé à de l'antipathie. On va investir l'autre comme un objet de jouissance, plutôt que comme un sujet humain et vulnérable. Et du coup, la relation, à ce moment-là, c'est une relation de sujet à objet, et plus une relation de sujet à sujet, ce qui va générer de la violence. Une autre manière d'entrer en relation avec le pathos, c'est ce qu'on appelle l'apathie. L'apathie, c'est ce qui se passe quand on ressent plus rien. Qu'on est déconnecté du pathos, qu'on est déconnecté des affects, on est comme anesthésié en fait. C'est une situation où, si on nous demande comment on se sent, on va répondre « je sais pas ». Et de la même manière qu'on sait pas comment on se sent, en général, on saura pas non plus comment se sentent les autres, parce que en fait, on est déconnecté de la sphère émotionnelle dans ces cas-là.
L'apathie, c'est souvent considéré comme un symptôme psychiatrique, notamment lié à certaines formes de dépression. Mais je pense que ce serait dommage d'uniquement appréhender ça sous le prisme de la psychiatrie et de la pathologie, parce que parfois l'apathie, c'est parfaitement adapté et sain, en fait. Ça a pour fonction de limiter le niveau de danger ou de violence en se faisant tout petit, en faisant le mort quelque part. Parfois l'apathie, le fait de ne plus ressentir d'émotions, c'est simplement aussi le fait que les relations évoluent, et que parfois ce qu'on ressentait pour une personne, on le ressent plus. C'est ce qu'il y a derrière l'expression j'ai plus de sentiments. Sous-entendu, je ne suis plus sensible, je ne suis plus réceptif à la présence de l'autre, ça ne me fait plus rien que l'autre soit là. Un peu comme si on disait il y a plus d'amour qui circule entre nous. Parfois l'apathie, c'est la conséquence d'un lien qu'on a laissé mourir quelque part. Intuitivement, on a parfois tendance à opposer l'amour et la haine, en disant que c'est deux choses opposées. Mais je pense que parfois l'amour et la haine sont plus proches qu'on l'imagine, notamment la sympathie et l'antipathie sont deux manières de réagir au pathos de l'autre en fait. Moi ce que je vous propose, c'est plutôt d'opposer l'amour à l'indifférence. L'indifférence, c'est pas une reconnaissance négative de l'autre, comme l'antipathie. L'indifférence, c'est l'absence même de signes de reconnaissance. L'indifférence, on peut dire que c'est peut-être une des pires formes de violence qu'on peut infliger à quelqu'un d'autre. C'est sûrement une des raisons pour lesquelles ce qu'on appelle le ghosting, ça peut être assez violent à vivre. Le ghosting, c'est quand une personne avec qui on est en lien, du jour au lendemain, en secret, elle va cesser tout contact, sans prévenir. Sans assumer qu'elle prend de la distance, sans expliquer ce qui la motive, mais juste, elle coupe les ponts sans tenir compte de la sensibilité de l'autre. Voilà. Elle disparaît, quoi. Elle devient un fantôme. Et pendant le procès entre Johnny Depp et Amber Heard, il y a une phrase de Johnny Depp qui a retenu mon attention, c'est quand il dit à Amber « I don't hate you, I don't feel anything for you ». En français, je ne te déteste pas, je ne ressens rien pour toi. Et ça m'a marqué parce que, pour moi, c'est un peu la pire chose, la chose la plus difficile à entendre pour Amber, au vu de la personnalité qu'elle a l'air d'avoir, d'après ce que j'ai vu. C'est vraiment le truc le plus violent qu'il pouvait lui dire. Qu'elle mérite même pas son attention, elle mérite même pas sa haine. Elle lui fait juste plus rien, en fait. Et de la même façon, les travaux qui ont été faits sur la théorie de l'attachement, ça montre à quel point l'apathie des parents, ça peut avoir des conséquences importantes sur la construction de l'attachement des enfants. Parce que l'apathie, ça pourrait être vécu comme de l'indifférence de la part de l'enfant. Par exemple, si une mère, elle allaite son bébé et qu'en même temps qu'elle allaite, elle est en train de scroller sur Instagram sur son téléphone, avec un regard neutre parce que son regard, il est focus sur l'écran du téléphone, et du coup ça veut dire qu'à ce moment-là, elle n'est pas en connexion visuelle avec l'enfant. Et ça peut avoir des conséquences non négligeables sur la capacité d'accordage émotionnel entre la mère et l'enfant. S'il y a une déconnexion entre la mère et la sensibilité de son enfant, et du coup ça va renvoyer cet enfant à la solitude, au fait que sa mère elle n'est pas disponible, qu'elle n'est pas disposée à entrer en connexion avec lui, comme s'il pouvait pas compter sur elle, quoi. C'est pour ça qu'il y a une règle que je trouve importante, c'est que dans beaucoup de cas, le cadeau le plus précieux qu'on peut faire à un autre humain, c'est le cadeau de son temps et de son attention, en particulier avec les enfants. Ça veut dire être disposé à investir la relation, en termes de ressources, en termes d'énergie, pour pouvoir créer ensemble des moments de qualité. Partager ensemble du temps de vie. Créer ensemble des souvenirs communs, en fait. Mais l'apathie, c'est aussi quelque chose qui peut arriver dans les relations entre adultes, comme un mécanisme de survie. En fait, quand on est dans une relation entre adultes, quand chaque personne est activée émotionnellement de son côté, et du coup a pas les moyens d'entrer en lien avec l'autre, quand on peut pas se donner de l'empathie parce qu'on est trop en difficulté, trop activé de son côté émotionnellement, ça peut être vraiment utile dans ces cas-là de pouvoir simplement mettre en pause la relation, que chacun aille prendre soin de lui de son côté, quitte à demander du soutien à quelqu'un d'autre, à un ami, etc., pour pouvoir revenir ensuite dans la relation, dans le lien, en étant disposé à s'y investir positivement, en étant disposé à y ajouter de l'écoute et de la vulnérabilité. Parce que, en fait, neurologiquement, physiologiquement, on ne peut entrer en relation avec l'autre que si on se sent un minimum en sécurité. Si on se sent pas du tout en sécurité dans la relation, mais qu'on reste quand même en relation, qu'on continue à communiquer, à ce moment-là, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va se mettre en inhibition, en fait. On va inhiber nos émotions. On va se dissocier, on va se couper de la sphère émotionnelle pour se protéger, parce que c'est trop difficile, c'est trop intense, c'est trop violent ce qui se passe.
En fait, neurologiquement, la dissociation, ça va être une inhibition du système limbique, une inhibition de la réponse émotionnelle au danger qu'on perçoit dans ce contexte. C'est un truc qui se fait automatiquement pour préserver le système nerveux, parce qu'un stress trop important et trop long, ça peut endommager le système nerveux. Et donc du coup, automatiquement, passé un certain seuil, il y a un fusible qui saute, et les émotions, elles sont inaccessibles. C'est une façon de se protéger. Et donc, quand on se retrouve dans une situation comme ça, où on inhibe, où on déconnecte de la sphère émotionnelle, en apparence, on peut sembler calme et détendu, mais il est probable qu'en fait notre corps, il soit saturé d'hormones du stress, et c'est important dans ces cas-là de pouvoir retrouver un espace où on se sent en sécurité. Parce que si on se retrouve chroniquement en situation de stress intense comme ça, qu'on se retrouve en inhibition de l'action, qu'on fait sauter le fusible des émotions, le coût physiologique de ces mécanismes, il est très élevé. Et donc, si on reste dans une situation insécurisante comme ça de façon prolongée, ça va forcément entraîner un épuisement du corps à moyen long terme. Ce qui va entraîner une perte d'énergie, une fatigue chronique, voire même une décompensation dépressive, plus ou moins sévère, en fonction de la massivité du stress qu'on a dû encaisser, quoi. La sécurité, c'est vraiment un des besoins fondamentaux des êtres humains. Dans toutes les relations, que ce soit au travail, dans la famille, ou avec les animaux d'ailleurs. Alors, pour finir, il y a une dernière notion que j'aimerais aborder avec vous. En fait, j'ai assisté quelquefois à des formations, et dans ces formations, notamment une sur la prévention du risque suicidaire, ils nous ont parlé de cette différence entre l'empathie et la sympathie. Et c'est un peu comme ce que je disais au-dessus, c'est-à-dire que ils découpaient un peu, ils disaient la sympathie c'est mal, l'empathie c'est bien. Parce que la sympathie, ça fait qu'on va plonger avec l'autre dans le trou, alors que dans l'empathie, on va aider l'autre, on va lui tendre une corde pour qu'il puisse monter, mais sans tomber avec lui. Sous-entendu que il vaut mieux être en empathie qu'en sympathie. Donc je vous ai expliqué au-dessus en quoi je trouvais ça un peu naïf, mais surtout, ce qui m'agace avec cette image, c'est cette idée que la compassion, ce soit une forme d'hypocrisie, où on fait semblant d'aider l'autre, d'être à l'écoute, mais en fait on s'en fout parce qu'on est tranquillement sur sa chaise, à regarder l'autre mourir et à rester dans sa zone de confort, quoi. Et je trouve ça dommage, parce que je trouve que c'est très peu rigoureux sur le plan des mots choisis, et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, ce que ce formateur disait, c'est que la compassion, ça consisterait à singer l'empathie, depuis un état d'esprit en fait d'indifférence, où on en a rien à foutre. On fait semblant de se soucier de l'autre, mais en fait on fait rien pour l'aider et on le laisse mourir. Et alors, autant je peux comprendre l'intérêt dans une formation sur le risque suicidaire, de sensibiliser les gens sur l'importance justement d'avoir une attitude qui soit utile, qui puisse sauver des vies, basiquement, autant je trouve que c'est assez idiot, et ça sort de nulle part en fait, d'utiliser le terme de compassion pour parler de ça. Et du coup, moi il y a un terme que je trouve beaucoup plus pertinent pour parler de cette hypocrisie dans une sorte de fausse empathie, c'est ce qu'on appelle le pharisaïsme, ou le pharisianisme. On peut utiliser les deux termes. Le pharisaïsme, c'est une forme d'hypocrisie. Ça consiste à justement faire le chevalier blanc, afficher sa vertu, à se vendre comme quelqu'un d'à l'écoute, de disponible, alors qu'en réalité nos actes montrent plutôt l'inverse. On laisse l'autre se débrouiller, en fait on n'est pas vertueux en action, on est vertueux seulement en apparence. Ça vient des pharisiens dans la Bible. Alors après moi je connais pas la Bible en détail, mais en gros d'après ce que j'en ai compris, ça désigne un peuple qui était hypocrite dans sa manière d'afficher sa foi et sa dévotion, et en fait qui se revendiquait comme étant vertueux sans l'être forcément. Et donc, moi je trouve que la compassion, au contraire, c'est un terme qui est essentiel, notamment pour revenir sur le double tranchant de l'empathie, au-dessus. Au début de l'épisode, je vous disais que l'empathie c'est à double tranchant, que ça peut servir à faire du bien, comme ça peut servir à faire du mal. Et pour moi, cette distinction entre utiliser l'empathie pour contribuer, ou utiliser l'empathie pour blesser, c'est la différence entre la compassion et la perversion. La compassion, c'est justement la capacité à se connecter aux autres, à identifier de quoi l'autre a besoin et à agir pour aider l'autre, à agir pour contribuer à prendre soin de l'autre. La compassion, c'est de l'empathie en action pour prendre soin. Alors que la perversion, au contraire, ça consiste à utiliser son empathie, mais pour blesser, pour faire du mal et pour en jouir. La perversion, ça consiste à traiter l'autre comme un objet. C'est-à-dire qu'on va se connecter à l'autre pour pouvoir le blesser, et souvent, en fait, la perversion, ça va être une forme d'exigence d'empathie dissimulée.
Quand on fait du mal aux autres, c'est jamais gratuitement. C'est toujours une manière de chercher à créer de la connexion. C'est une manière de vouloir blesser l'autre, que l'autre souffre, pour qu'il sache ce que ça fait de souffrir, et peut-être qu'on se sente moins seul dans sa souffrance. C'est un peu comme si on voulait faire mal à l'autre, là où on avait déjà mal, nous, pour qu'on puisse se rejoindre dans une douleur commune, en fait. C'est une manière de chercher à créer de la connexion dans une souffrance partagée. Mais c'est de la perversion parce que c'est quelque chose qui se fait sans le consentement de la personne. L'autre n'est pas libre, on lui force la main, en fait. Et c'est en ça que c'est violent. La compassion, on considère en IFS que c'est une qualité fondamentale de l'être humain, une qualité universelle qui émerge chez toute personne qui se sent suffisamment en sécurité. En IFS, on a ce qu'on appelle les 8 C, c'est-à-dire 8 qualités qui vont être caractéristiques de la façon d'être d'un être humain quand il se sent en sécurité. Et l'une de ces qualités, c'est la compassion, justement. De la même manière, on a Marsha Rosenberg, qui lui a écrit une chanson sur la compassion. Cette chanson, elle s'appelle I Want to Live Compassionately. Je veux vivre avec compassion. Où justement il explique ce que ça représente pour lui de vivre sa vie avec cette intention de prendre soin des autres, de contribuer à un monde plus harmonieux, avec une meilleure répartition des ressources sur Terre, etc. Pour lui, c'est ça, la compassion. C'est cette capacité à mettre son énergie en action au service du bien-être des gens autour de soi. Et du coup, on est assez loin de la description de ces formateurs qui décrivent la compassion comme une forme d'hypocrisie. Au contraire, en fait, la compassion, c'est la capacité à se mettre au service, en acte. D'ailleurs, il y a cette fameuse phrase de Marsha Rosenberg qui, pour moi, résume un peu toute la CNV. Cette phrase qui dit « Il n'y a pas de plus grande joie pour un être humain que de pouvoir contribuer librement, par ses actions, à rendre la vie des autres plus belle. » Et ça, pour moi, ça décrit assez bien ce que c'est que la compassion. Voilà pour les différentes manières d'entrer en relation avec le pathos. Donc maintenant qu'on a vu ces différents modes de relation au pathos, maintenant qu'on a vu que le pathos était inhérent à toute relation humaine, que ce soit en groupe, dans la relation duel, ou même dans la relation à soi, la question qui vient du coup, c'est comment on peut faire pour mieux vivre avec son pathos et avec celui des autres? Comment on peut faire pour laisser un espace pour sa vulnérabilité et la vulnérabilité des autres? Et ça, c'est ce qu'on verra dans l'épisode 7. Comment composer avec le pathos. Donc, je m'arrête là pour cet épisode. Si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à réagir en commentaire. On se retrouve pour le dernier épisode de cette série de 4 épisodes sur le pathos. Et si vous faites une pause avant de l'écouter, je vous invite à prendre soin de vous et des autres, en allant là où c'est vivant.